fort et sûr, François Fillon. Mes chers amis, ich bin Elsasseur. Je suis heureux de retrouver Strasbourg et les militants de la France avec la détermination de vaincre. Comme vous avez pu encore le constater il y a quelques instants, je suis la cible d'un acharnement impitoyable. Ils essaient tout pour me décourager, même les plus minables arguments. J'espère au moins que la farine était française. Mais mes amis, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et cette force, je vous la donne. Je la mettrai au service des Français qui ont bien besoin d'un vrai chef d'État après la présidence hésitante de François Hollande. Merci pour votre résistance. Merci pour votre fidélité. Souvent, les journalistes me disent « Comment est-ce que vous tenez ?» Eh bien, je tiens grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre présence. Alors, on voudrait vous faire taire, on voudrait vous voir marcher à l'ombre, mais partout dans notre pays, moi je vois grandir cette volonté d'être respecté et de percuter les prétendus scénarios écrits d'avance. Vous verrez, le peuple français est libre et le moment venu, son verdict va en étonner plus d'un. Du fond du cœur, merci, merci à vous tous, merci d'être là, merci de m'accompagner dans cette bataille ultime pour notre pays. Je veux remercier tous les élus qui sont présents. Je veux remercier Philippe Richert, Sophie Rofritsch, Patrick Hetzel, Frédéric Reiss, André Schneider, dont nous sommes dans la circonscription, Claude Sturny, Antoine Herth, André Reichstadt, Éric Stroman, Catherine Trondleux, Jean-Marie Bockel, Arlette Groscott, Francis Hilmeyer, Michel Sordi, Gilbert Meyer, Céleste Lette, Marie-Jo Zimmermann, François Grosdidier, François Vanson, Jackie Pierre, Michel Heinrich, Alain Cadec, député européen, Annie Sander. Je veux remercier Luc Châtel, Éric Ciotti, Jérôme Chartier, Pierre Lequillet. Il y a même ici Hilarion Vendégou, sénateur de la Nouvelle-Calédonie. Je veux remercier Cédric Perrin, Alain Joyandé. Je veux remercier de sa présence Nadine Morano. Et je veux remercier Joseph Daul. Je ne suis pas venu ce soir à Strasbourg pour vous parler de boulangerie, je suis venu pour vous parler de culture. Je suis venu pour vous parler de la culture que nous avons en partage, de nos racines, de notre histoire et des liens qui tissent notre sentiment national. À l'hôtel de ville de Strasbourg, Rouget de Lille a chanté la Marseillaise pour la première fois. La place Kléber rappelle qu'au lendemain de la Révolution française, l'Alsace a donné à la jeune République française ses officiers les plus intrépides à la tête de l'armée de Moselle ou du Rhin. À Valmy, à Longwy, à Mayence, elles ont combattu pour les frontières de la nation. Ici, c'est dans le Creuset. Je crois qu'on veut que vous vous asseyiez. Je ne sais pas si c'est possible. Ici, c'est dans le Creuset de la République que s'est fondue la réconciliation des communautés juives, protestantes et catholiques. La nation française vient de loin, soutenue par l'ardeur et la bravoure d'une longue lignée de paysans, de héros, de scientifiques, d'artistes. Or, mes amis, il y a aujourd'hui un étrange tabou dans notre pays. On n'ose plus prononcer les mots nation, patrie,
racines, culture. Ce qui devraient être les plus beaux mots de la langue française sont devenus des mots qu'on prononce à voix basse. On est prié de se faire discret. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Par quelle faiblesse de l'esprit peut-on en arriver à dire « je ne connais pas d'art français » ou « il n'y a pas de culture française » ? Quel somnifère idéologique peut bien aveugler M. Macron lorsqu'il dit des choses pareilles? Ne nous trompons pas de combat. Je ne vous parle pas, comme Marine Le Pen, de mondialisation. La mondialisation, ça n'est pas une idéologie, c'est une réalité. Qu'elle ait des conséquences, oui. Qu'elle nous oblige à nous transformer pour rester dans la compétition, oui. Je ne suis pas naïf. Mais la solution ne sera jamais de se retrancher derrière une ligne Maginot et de renoncer à se battre en attendant la prochaine défaite. Je crois profondément que la France est un acteur majeur du monde et qu'elle a son mot à dire et qu'elle a des armes pour se défendre. L'idéologie que je combats est plus pernicieuse. Cette idéologie-là, elle prône le déni de soi et pour certains, la haine de soi. Elle voit dans notre culture un accessoire honteux, dangereux. Elle a pour nom multiculturalisme, qui est en réalité un aplatissement culturel. Depuis 35 ans, cette idéologie mine notre pays. Elle culpabilise ceux qui se sentent patriotes. Elle leur fait croire qu'aimer son pays, c'est exercer une forme de rejet des autres, que ce sentiment est honteux et qu'un pays, ce n'est rien d'autre qu'un agrégat d'individus. Eh bien, ce discours de pénitence, moi, je n'en veux plus. C'est un discours qui fait douter les Français d'eux-mêmes, qui les fait douter de l'avenir de leur nation. Je dénonce cette idéologie, ce nihilisme, qui ne porte aucun progrès collectif et qui tue les âmes. Comment peut-on s'intégrer à un pays dont on dit qu'il n'a pas de culture et qu'il n'a pas d'identité? Comment se reconnaître dans une histoire dont on vous dit qu'elle n'a rien produit sinon des crimes contre l'humanité? Ce type de discours qui condamne notre héritage commun est irresponsable. Pire, il fait de nous la proie idéale de l'islamisme radical qui a bien compris que c'était le talon d'Achille de l'Occident. Ce discours mise sur les droits consentis par les sociétés occidentales pour se retourner contre elles. Il instrumentalise nos valeurs humanistes pour mieux les nier. Et si nous esquissons la moindre réaction, alors il crie à la victimisation et à la discrimination. Cette aberration, mes amis, c'est notre lâcheté qui l'a rendue possible. Lorsque nous avons reculé devant les revendications communautaires, au nom d'un prétendu droit à la différence, nous avons été infidèles à nous-mêmes, infidèles à la citoyenneté, infidèles à l'égalité, infidèles à la fraternité. Parce qu'au-delà de nos origines, de nos religions, de nos régions, nous sommes d'abord et avant tout Français. Et moi, je veux porter la voix des millions de Français qui sont fiers de leur pays, qui veulent former une nation rassemblée, qui veulent réussir ensemble. Nous devons réveiller et protéger notre civilisation. Plutôt la barbarie que l'ennui. Le mot de Théophile Gautier résonne dangereusement à nos oreilles. Il nous met en garde contre les deux dérives qui guettent notre civilisation. Celle de la barbarie, d'un islam dévoyé, qui a juré notre ruine et qui détruit les joyaux de sa propre culture, ses monuments, ses bibliothèques, son héritage millénaire. Et puis de l'autre, celle de l'ennui, qui dans un bâillement avalerait le monde, avait dit Baudelaire. Aujourd'hui, la situation nous commande d'être fermes contre la barbarie.
et de rester éveillé face aux sirènes des extrémistes, ceux de l'extrême droite, de l'extrême gauche ou la démagogie de l'extrême centre. Il n'y a pas de nation au mouvement aussi imprévisible que la nôtre. Il n'y a pas de nation capable de faire alterner aussi rapidement les cimes et les abîmes. Eh bien, nous sommes à une de ces heures de vérité, et je vous dis plutôt que les frissons éphémères que vous proposent les extrémistes, moi, je vous propose de redresser la France. Depuis le début de cette campagne, je suis le seul à dire combien il est urgent de parler de transmission, d'histoire, de patrimoine, de culture. Parce que qu'est-ce qu'une nation, avant toute chose, si ça n'est l'incarnation d'une transmission? La transmission, c'est un fil d'or qui court de génération en génération. La transmission, c'est passer le flambeau de main en main et préserver notre humanité de l'obscurantisme. Quand une société se dit à quoi bon transmettre, c'est le signe qu'elle se résout à sa fin. C'est le signe qu'elle s'enferme dans un égoïsme de court terme qui sacrifie l'avenir des générations futures. Comment réchauffer l'âme française? Comment la partager et comment la faire aimer? C'est une des questions centrales de cette élection présidentielle. Et moi, j'y réponds en proposant de refonder notre République à partir de l'école, à partir de la famille et à partir de la culture. Je propose d'incarner la nation dans un récit national. Parce que liberté, égalité, fraternité, ce ne sont pas des règles de management qu'on grave sur le fronton des mairies. La liberté, c'est Jeanne d'Arc, c'est Lucie Aubrac, c'est Germaine Tillion, c'est le général de Gaulle. L'égalité, c'est Olympe de Gouges, c'est Rousseau, c'est Jules Ferry. La fraternité, c'est l'abbé Pierre. Ce sont les Médecins sans frontières. Et la nation, ce sont ses héros et ses héroïnes. Nous avons perdu le fil de notre histoire en oubliant qu'elle a été incarnée et que nous sommes les héritiers d'hommes et de femmes qui ont auréolé la France de leur courage. Je suis le seul à dénoncer les faillites de notre système éducatif. Les 12 millions d'élèves français, on leur apprend l'histoire à l'envers, l'histoire parcellaire. Et pendant le même temps, les enfants chinois apprennent par cœur la liste des dynasties qui ont régné sur leur pays durant 3000 ans et ressentent la fierté d'appartenir à une grande civilisation. Oui, nous devons redécouvrir notre héritage historique. Je veux sauvegarder d'urgence l'apprentissage de notre langue, de la syntaxe, de l'orthographe, de la littérature. Je veux revoir l'enseignement de l'histoire à l'école primaire. Afin que l'on n'apprenne pas aux enfants à douter en premier et à comprendre le passé ensuite. Si on veut former des citoyens capables de prendre avec recul une thèse révisionniste lue sur Internet, capables aussi d'adhérer à des projets politiques de long terme, alors l'école ne doit pas renoncer à faire le récit de la nation française. Qu'est-ce que proposent mes adversaires? Chez Hamon, Mélenchon, Le Pen, la nation, c'est une réalité hors sol, qui vit en autarcie avec des règles utopiques. Chez Emmanuel Macron, le concept national est démodé. La France de demain, c'est un gigantesque espace de coworking, où chacun va qu'à ses occupations. L'histoire française est trop étroite.
L'identité est un carcan, l'héritage est un frein. En Marche, c'est l'idéologie du bougisme qui se déclare ennemie de toute forme de permanence. Contre le passé, contre l'expérience partagée, contre l'idée même d'une culture française, il propose la circulation, la pluralité, la fascination d'une mobilité universelle. Eh bien moi, plutôt que le déni de soi, je propose la connaissance de soi. Plutôt que la négation des racines, je propose la mémoire partagée. Plutôt que le marketing du vide, je propose l'appropriation d'une vérité dans les cœurs. Mes amis, avec cette campagne présidentielle, il faut retisser le fil rompu. Et j'invite les Français à l'aventure la plus passionnante qui nous soit donnée, nous plonger dans notre culture et dans nos savoirs. Je les invite à vivre le projet de Charles Péguy, celui d'une culture incorporée dans chaque citoyen français. Et pour cela, je veux qu'on aborde la culture française avec la largeur de vue d'un Malraux, la curiosité d'un Michel Leiris, la passion militante d'Albert Camus. Où commence, où s'arrête la culture? Elle commence quand les superstitions, les mythes et les coutumes sortent de la nuit pour devenir littérature, religion, peinture, art, spectacle. Cette alchimie accompagne les aléas de l'histoire. Les cultures vivent, prospèrent ou meurent, c'est une longue marche vers l'inconnu. Elles peuvent disparaître sous les sables, elles peuvent couler au fond des mers, elles peuvent périr par les flammes, mais elles meurent surtout de la barbarie et de l'indifférence, comme à Palmyre en 2016. Tous les islamistes du monde pourront toujours détruire le grand arc triomphal et le lion d'Athéna, jamais ils ne détruiront ce que cette civilisation a apporté d'original et d'unique. Et c'est en étant le plus unique que l'on devient le plus universel, parce que le plus irremplaçable. Je ne crois pas au génie apatride. Le général de Gaulle disait qu'au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. Les grands succès sont toujours nourris par une éducation, par une mémoire et par des valeurs qui guident les peuples. Les grandes cultures sont d'abord issues du génie des peuples. Elles naissent là où la géographie et l'histoire leur ont permis de prendre racine et où l'intelligence et la création ont élu leur terre promise. La culture chinoise n'a rien à voir avec la culture turque. La française ne ressemble pas à l'indienne, pas plus que l'anglaise à la russe. Chacune est une exception et elle vient du tréfonds du peuple. La culture, c'est l'air que nous respirons. Elle est ce que nous sommes. La culture française est née de 20 siècles de recherche d'un équilibre singulier entre la passion et la raison, entre les racines et le ciel, entre la différence et l'universalité. Qu'ont de commun Pascal et Voltaire, Hugo et Claudel, Poussin et Manet, Mansart et Le Corbusier? Ils ont en partage cette certitude qu'il nous appartient à nous, Français, de parachever le monde en y mettant de la raison, de la justice, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Le progrès a toujours pour origine un patrimoine, une somme de connaissances, un savoir-faire sur lesquels les siècles à venir viennent prendre racine. Qui n'aime pas sa culture ou qui y est indifférent ne pourra jamais se dire moderne. Il existe une voix française de la culture qui, si elle venait à se taire, ne serait remplacée par aucune autre. Et donc sa survie nous concerne tous. Nous devons transmettre la terre de Richelieu, la langue de Victor Hugo, la raison de Montesquieu, la vision de Claude Monet et de tous ceux qui ont vécu, qui ont aimé et qui ont défendu la civilisation française. Tant de peuples nous envient, mes amis, avec nos 1000 musées qui accueillent 2 fois plus de visiteurs que le reste de l'Europe, avec notre patrimoine de 40 000 églises, romanes, gothiques, baroques, classiques, modernistes, avec nos châteaux de la Loire, de Versailles, de Fontainebleau ou du Haut-Königsbourg, avec
avec nos rendez-vous mondiaux de Cannes à Deauville, d'Avignon à Montpellier, d'Arles à Angoulême. 83 millions de visiteurs étrangers sont venus l'an dernier voir notre patrimoine et jouir de notre art de vivre. Eux, ils ne doutent pas de ce que nous sommes. Eh bien, cette attention nous oblige. Nous ne devons pas céder un pouce de notre rang et de notre influence intellectuelle. Le monde envie notre culture brillante. Mais le modèle culturel français, c'est plus que ça. C'est la conviction que la culture doit être un service public, qu'elle se diffuse, qu'elle s'apprend. Et pour être légitime, qu'elle doit être partout accessible à tout un peuple. Alors oui, je veux refonder notre politique culturelle. Et je veux d'abord la refonder à travers l'éducation, en intégrant mieux l'enseignement des arts au cursus éducatif dès l'école maternelle, en articulant mieux l'histoire de l'art et l'histoire générale au collège et au lycée, en nous donnant les moyens de protéger notre patrimoine. Je veux un engagement fort de l'État de 400 millions d'euros par an sur 5 ans pour restaurer et mettre fin à la dégradation des monuments et des objets d'art. Et puis je veux aider le ministère de la Culture à rester le moteur de notre modèle culturel. Depuis Malraux, le travail accompli a été considérable. Il a d'ailleurs servi à d'autres pays. Il y a pourtant eu des défis à relever, comme l'irruption des collectivités locales, des industries culturelles, l'irruption du mécénat aussi, qui s'est imposée comme une pratique complémentaire de l'action de l'État. Recourir au mécénat, c'est stratégique pour pouvoir conserver le patrimoine historique français en bon état. Trop de prévention, trop de distorsion entre le public et le privé empêchent encore le mécénat de trouver toute sa place dans notre pays. Alors nous aurons le courage de conduire un vrai travail d'harmonisation et de définir comment le secteur culturel privé peut trouver sa place. Dans ce pays qui a vu naître la figure de l'intellectuel, ce serait être infidèle à notre histoire que de penser que nous n'avons plus besoin d'éclaireurs et que nous n'avons plus besoin de beaux esprits. Oui, si je suis élu, je souhaite que les intellectuels retrouvent le chemin de l'Élysée, pour que ceux qui sont engagés dans l'action puissent s'appuyer sur ceux qui observent et qui pensent, faire la différence entre la pensée et l'information, entre la séquence et la permanence. Les intellectuels ont toujours joué ce rôle en France. Enfin, je veux défendre notre langue française, cette langue voyageuse, subtile et combattante. En 2030, il y aura 600 millions de francophones sur notre planète. Est-ce qu'il y a un plus large horizon pour notre culture? Tout notre projet est là, sur nos étagères, dans nos dictionnaires d'une langue française, porté depuis des siècles par des aventuriers, par des savants, coopérants, religieux ou militaires. Elle est notre plus grand atout. Contre l'ensauvagement du monde, les migrations aveugles, les sectarismes communautaires, la langue française est à la fois une muraille et un phare. Elle est à la fois une citadelle et un forum. Eh bien, cet apprentissage du français, qu'en tant que ministre de l'Éducation nationale, j'avais fait inscrire au nombre des fondamentaux de l'école primaire, il faut le marteler, l'imposer, le défendre, toujours et encore, et le diffuser. J'ai proposé à Angela Merkel de bâtir ici, à Strasbourg, une fondation franco-allemande qui rappellera au monde que la Renaissance, la Réforme, l'humanisme, les Lumières sont nés de convergence d'esprits et d'artistes continentaux. Je veux que ce musée célèbre cette saga multiséculaire. Je veux qu'il soit vivant, que les œuvres circulent depuis les grands musées européens. Je veux que le message de l'humanisme européen soit porté par les chefs-d'œuvre eux-mêmes, parce que ce sont les chefs-d'œuvre qui sont les plus éloquents pour le définir. Et je souhaite que ce soit ici, à Strasbourg, capitale de l'Europe et héritière de la République des lettres, des humanistes, que ce message rayonne.
Mes amis, notre continent a toujours été un prodigieux foyer de création et de savoir. Des universités millénaires comme Bologne, la Sorbonne ou Heidelberg ont, au travers de leur réseau d'intellectuels, d'artistes, de scientifiques, fondé une terre d'éternels pionniers qui relie toutes nos cultures nationales. Et je suis aujourd'hui convaincu que le redressement de l'Union européenne passe par une prise de conscience culturelle. Nous avons un patrimoine commun qui forge l'âme de l'Europe. Honorer nos racines, c'est célébrer notre héritage européen, grec, romain, antique, médiéval, chrétien, tout un héritage humaniste qui a illuminé le monde. Cet humanisme, il a été mis à rude épreuve. À 2 reprises, au XXe siècle, il a failli disparaître, et l'Europe avec lui. Après les atrocités de la Première Guerre mondiale, il a fallu repenser cet humanisme qu'on avait cru inébranlable. Le choc de la Deuxième Guerre mondiale fut pire encore. Avec la barbarie incommensurable d'Auschwitz et du Goulag, comment se dire encore humaniste? Et pourtant, l'humanisme européen a survécu au camp de la mort, là où tant d'artistes de toute l'Europe ont perdu la vie. Je ne connais pas de message d'espoir plus grand que ce rebond dont la civilisation européenne a été capable. Sur les ruines de l'après-guerre, les Européens ont accepté ensemble de recommencer à écrire de la poésie, à jouer de la musique, à créer après avoir connu l'abîme. Eh bien, cet héritage nous confère une immense responsabilité. Or, mes amis, l'Europe est aujourd'hui menacée d'éclatement et de division. Elle a connu une grave crise économique, elle connaît maintenant une grave crise politique. Et si nous voulons que la génération qui va nous succéder voit dans le drapeau bleu étoilé autre chose qu'une parenthèse éphémère, alors il faut agir. Et il faut agir vite. Voilà 60 ans que la France construit l'Europe aux côtés des nations européennes. Cette construction a produit des succès immenses, mais elle a aussi révélé des insuffisances criantes. Le général de Gaulle nous avait pourtant prévenus. Il nous avait dit « Chaque peuple est différent, avec sa personnalité incomparable. Si vous voulez que des nations s'unissent, disait le général de Gaulle, ne cherchez pas à les intégrer comme on intègre des marrons dans une purée de marrons. » Eh bien, à sa suite, je propose un constat simple. La construction européenne, c'est l'œuvre des États. La construction européenne, c'est l'œuvre des nations. Et c'est d'abord l'œuvre de la France et de l'Allemagne. La réalité de l'Europe, ce sont les États et ce sont les nations. Et donc, la priorité, c'est de remettre en route le moteur franco-allemand qui est en panne depuis 5 ans. Et la vérité, c'est que je suis le seul candidat dans cette campagne à proposer de redémarrer l'Europe de façon réaliste. Il y a, parmi les autres candidats, ceux pour qui l'Europe est la source de tous nos maux, le bouc émissaire idéal de nos impuissances et de nos échecs. Marine Le Pen, Mélenchon et bien d'autres rêvent d'en finir avec 60 années de coopération. Mais pourquoi faire? Pour revenir au chacun pour soi, face aux 7 milliards d'êtres humains dans le monde? Qu'est-ce qu'ils proposent au juste? Le retour insensé du franc? Les 32 heures? Les déficits à n'en plus finir? Prendre le bateau lorsque nos créanciers débarqueront pour réclamer leur dû? La fin de l'Europe, c'est beaucoup plus qu'une infidélité au projet de Jean Monnet et de Robert Schuman. La fin de l'Europe, c'est le saut dans le vide. C'est la tentation du pire. Ça n'est pas mon choix. Ça ne sera pas le choix des Français après l'élection présidentielle. Mais je ne suis pas non plus de ceux qui se proclament pro-européens mais qui ne veulent rien changer. M. Macron propose de continuer à rêver l'Europe. Il invite les 27 à rêver ensemble. Il les appelle à une grande convention démocratique pour de nouvelles bases. Il espère qu'un jour un projet sortira de cette grande méditation contemplative. Eh bien ça, je vous le dis, c'est cette attitude-là qui a conduit l'Europe dans le mur. 5 années d'immobilisme en plus,
c'est condamner l'Europe de manière inéluctable. Le monde attend un sursaut européen. Et c'est d'une certaine manière à la France de le porter. Et je suis heureux d'assumer le message de la Renaissance européenne ici, dans la capitale de l'Europe, parce que c'est ici, il y a 70 ans, il n'y avait plus de passerelle au-dessus du Rhin, et on a construit le pont de l'Europe. Dans quelques jours, on verra le premier tramway enjamber la frontière jusqu'à la gare de Kiel. Ici, plus que partout ailleurs, vous savez tout ce que l'Europe nous apporte. C'est en même temps un anniversaire tendu pour le traité de Rome. Pour ses 60 ans, l'Europe est face à un choix, réagir ou disparaître. La semaine dernière, Theresa May a lancé le Brexit. 2 jours après, on a vu ressurgir des conflits bilatéraux qui avaient disparu au sein de l'Union européenne, sur Gibraltar, sur l'Écosse. Et récemment, le Premier ministre hongrois, M. Orban, a adressé un questionnaire à ses concitoyens qui n'est rien d'autre qu'un pamphlet officiel contre l'Union européenne. Eh bien, mes amis, notre devoir, c'est de stopper l'éclatement de l'Europe au plus vite. Et moi, je m'engage à être ce chef d'État déterminé dont l'Europe a besoin en France. Je m'engage à reprendre l'initiative qui incombe à la France et à l'Allemagne depuis le Brexit. L'Europe de demain doit être politique et elle doit être concentrée sur ses priorités stratégiques. Ma priorité, c'est de faire de la zone euro une véritable puissance économique mondiale capable d'assurer sa souveraineté économique et sa prospérité. Et pour cela, comme le propose le président Giscard d'Estaing, je veux qu'on dote la zone euro d'un vrai gouvernement économique qui réunira les chefs d'État et de gouvernement. La zone euro renforcée devra se fixer pour objectif ambitieux d'assurer la convergence fiscale entre ses membres d'ici 2025. Et dans 10 ans, je souhaite que nous ayons fait de notre monnaie commune une vraie monnaie internationale, une vraie monnaie de réserve et de règlement, comme la monnaie américaine. Parce que l'euro et le dollar doivent avoir la même crédibilité sur la scène financière internationale. Je suis pour une Europe lucide sur ses intérêts économiques. Une Europe qui ose pratiquer une préférence européenne pour défendre ses intérêts face à la Chine et face aux États-Unis. Le commerce, c'est en réalité le nouveau champ de bataille de la mondialisation. Alors il faut en prendre acte et nous donner de nouvelles règles fondées sur un principe de stricte réciprocité. La voie européenne, ce n'est pas de se barricader, mais ça n'est pas non plus de céder à un libre-échange sauvage, sans règles ni contrôle. Oui, nous avons le devoir de protéger nos entreprises, de protéger nos PME, de protéger nos emplois, de protéger nos agriculteurs. Nous devons cesser de faire des concessions dans les négociations commerciales. Nous devons refuser les accords de libre-échange qui ne sont pas dans l'intérêt de nos économies et de nos emplois. Nous devons aussi être rigoureux vis-à-vis des multinationales étrangères qui opèrent sur notre marché. Nous devons être aussi rigoureux que les Américains le sont vis-à-vis de nos entreprises. Des centaines d'entreprises européennes sont sous la menace de sanctions américaines totalement injustifiées au regard du droit international et des règles européennes. On se souvient de l'amende de 9 milliards de dollars infligée à une banque française pour avoir méconnu la législation américaine. Je le dis haut et fort, cela doit cesser. Et pour que cela cesse, nous devons rapidement nous doter des outils nécessaires pour faire respecter nos procédures, nos règles, nos exigences, nos lois fiscales par toutes les multinationales qui veulent opérer sur notre marché intérieur. Et en matière de marché public, nous devons exiger de nos partenaires une stricte réciprocité. Il n'est pas acceptable que l'Europe
ouvre ses marchés publics à 95% aux entreprises étrangères, alors que ce n'est le cas que de 30% aux États-Unis. Ça n'est pas ici, à Strasbourg, que je vous apprendrai qu'il existe en Europe un capitalisme rénant, qui a ses singularités et qui se distingue du néolibéralisme économique qui a cours ailleurs dans le monde. Eh bien, l'Europe, c'est aussi ça. C'est un modèle d'économie de marché plus respectueux de la protection sociale des travailleurs et de l'environnement. Oui, il existe bien un modèle économique spécifique à l'Europe, un modèle fondé sur l'économie de marché, mais qui ne voue pas pour autant une confiance aveugle au marché. Nous sommes pour la liberté, mais nous sommes pour la liberté dans un cadre qui serve l'intérêt général et le bien commun. En matière économique, soyons aussi exigeants entre nous. La directive sur les travailleurs détachés a progressivement installé un véritable dumping social entre nos nations. À l'intérieur de chaque État membre, pour un travail égal, le salaire doit être égal et les cotisations sociales aussi. Il faudra renégocier intégralement la directive sur les travailleurs détachés pour faire respecter ce principe. Et je le dis, si la négociation n'aboutit pas, nous suspendrons son application sur le territoire national. Enfin, j'ai appelé à bâtir une nouvelle union de la sécurité. Et pour répondre à ce défi, il faut d'abord profondément réorganiser Schengen. Nous devons unir nos forces pour assurer la protection de nos frontières extérieures, pour traiter ensemble les demandes d'asile et reconduire chez eux ceux qui n'en relèvent pas. Nous devons aller plus loin et nous devons faire une priorité de la coopération en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Réclamer de bénéficier de l'aide européenne d'un côté et refuser de l'autre de coopérer avec l'Europe pour lutter contre l'immigration illégale, ça n'est plus possible. L'Europe ne doit pas être une passoire, et la France non plus, d'où la nécessité pour nous de développer une politique d'immigration par quota, une politique d'immigration qui conditionne les prestations sociales à au moins 2 ans de présence sur notre territoire. Enfin, il reste à construire l'Europe de la défense. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, l'ami américain est en train de replier son parapluie. Est-ce que nous sommes, oui ou non, des Européens prêts à nous défendre, ou est-ce que nous sommes simplement des vassaux, des consommateurs, des pacifistes naïfs, incapables de protéger la paix? Oui, les Européens doivent consacrer à leur défense les moyens qu'elle mérite. 2% de la richesse nationale, la règle est la même pour tous et elle doit être respectée par tous les États européens. Les Européens doivent assurer leur autonomie stratégique, ce qui veut dire qu'il va falloir maintenir sur notre continent une industrie militaire de pointe plutôt que d'acheter systématiquement américains ou russes. Enfin, il faut que les Européens opèrent ensemble quand leurs intérêts convergent, comme c'est le cas au Sahel. Oui, je le dis, et je le dis en particulier à nos voisins allemands, la France ne peut pas se battre tout le temps toute seule lorsqu'elle défend en réalité les intérêts de tous les Européens. Je veux une alliance de défense. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons signé avec les Britanniques en 2010 le traité de Lancaster House. Il faudra en signer d'autres, avec d'autres pays incontournables. Et je pense évidemment à l'Allemagne. Et je veux dire que le Brexit, en amputant l'Europe d'un tiers de ses capacités militaires, a renforcé cette évidence. La nouvelle alliance militaire de défense, qui permettra à l'Europe de reprendre son destin en main, c'est à la France et à l'Allemagne de la construire. Mais mes chers amis,
Rien de tout cela ne sera possible si la France n'est pas forte chez elle. Pas de redressement européen sans redressement français. Pas d'influence française sans une France puissante. Une France qui a remis ses finances en ordre. Mon objectif, c'est de réduire de 100 milliards d'euros en 5 ans nos dépenses publiques pour éviter la faillite. Une France qui a libéré son économie, qui a libéré l'emploi. Oui, je baisserai massivement les charges sur les entreprises. Je sortirai des 35 heures. J'assouplirai le marché du travail pour conquérir le plein emploi. Je généraliserai l'apprentissage et l'alternance. Je multiplierai les soutiens à l'innovation, à tous ces entrepreneurs, à tous ces travailleurs indépendants qui sont capables aujourd'hui de créer de la richesse dans notre pays et qui ne le font pas parce qu'ils sont bridés par la bureaucratie, par les règlements, par les contrôles tatillons, par les taxes, par les impôts. Pas de redressement sans une France qui restaure l'autorité de la République. Oui, je rétablirai les peines planchers, je moderniserai nos forces de police et de gendarmerie et je les soutiendrai, quoi qu'il arrive, parce qu'elles méritent notre respect. Pour l'Europe, je veux une France debout. Je veux une France qui a rallumé le meilleur moteur de l'action. Je veux parler de ce qu'il y a dans votre cœur. Je veux parler de la fierté nationale. La fierté nationale, c'est le meilleur moteur de notre modernisation, de notre développement, du progrès. Alors, mes amis, soyez fiers d'être Français. Soyez fiers de votre culture. Soyez fiers de votre histoire. Soyez fiers d'aller vers l'avenir pour le conquérir, parce que rien n'est plus noble qu'un peuple qui se dresse pour tenir son destin. Soyez fiers de votre drapeau tricolore et mêlez ces 3 couleurs aux étoiles de l'Europe. Faites, mes amis, de votre fierté l'étincelle de toutes les fiertés. Rallumez-les, rassemblez-les, entraînez-les, et tous ensemble, tous volontaires pour l'action, tous pour faire grandir les feux de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, nous gagnerons. Vive la République et vive la France! C'est génial. Bravo, François. Bravo.
direct de la Paris.